Je remercie Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, de m'avoir fait l'honneur de présider cette première table ronde qui remplira notre matinée. Monsieur le Premier, Monsieur le Procureur Général, Messieurs les parlementaires, chers collègues, Mesdames et Messieurs, donc les débats de cette matinée sont consacrés en fin de compte au constat de l'indépendance de l'autorité judiciaire au regard de son indépendance financière. L'après-midi sera plus consacré au débat sur les réformes envisageables pour étendre l'autonomie de gestion financière avant d'ouvrir sur celui qui est le plus politique sans doute et plus prospectif de l'autonomie de décision selon les deux niveaux du rapport du professeur Michel Bouvier. Donc, avant de présenter et donner la parole aux intervenants, donc comme on me l'a demandé, une introduction thématique sur cette première partie. Ces premiers échanges sont aussi assez politiques, en fin de compte, sur le constat, au sens noble du terme, car il s'agit également d'évoquer la place institutionnelle de l'autorité judiciaire dans l'État pour mesurer son niveau d'indépendance ou de dépendance par rapport au pouvoir exécutif, dans les moyens qui lui sont alloués et les modalités selon lesquelles ceux-ci sont gérés. Et en France, ça a été dit et rappelé, l'héritage historique est particulièrement lourd. Le Premier président Louvel l'a aussi souligné. La France s'est construite autour d'un État fort et centralisé, hérité concernant la justice du système napoléonien. Le régime présidentiel de la Ve République n'a fait que le conforter. N'oublions pas tout de même que jusqu'aux années 80, l'administration quotidienne des juridictions dépendait des collectivités territoriales, locales et des préfets qui étaient au 19e contrôleur politique et jusqu'au 20e ordonnateur des dépenses. Et c'est seulement en 1986 qu'ont été créés par simple circulaire les services d'administration régionale et qu'un échelon déconcentré de l'administration des juridictions a commencé à se construire au niveau des cours d'appel par touches successives longues à se dessiner. Ce ministère a très longtemps été sous-administré. Le CSM, quant à lui, puisqu'il y est fait allusion, le CSM est resté confiné aux nominations et à la discipline des magistrats. Son pouvoir propre de nomination, avancée très importante, a été réservé à la Cour de cassation, mais aussi pour la question qui nous intéresse aujourd'hui, aux chefs de juridiction. Les premiers présidents des cours d'appel et présidents des TGI, ceux-là même dont l'essentiel des tâches consiste en la gestion des ressources humaines, l'animation de politique judiciaire et l'administration des juridictions. Questions pour lesquelles le CSM ne dispose que de très faibles moyens d'évaluation objective des qualités d'administrateur des candidats. Les chefs de cour ont donc vu se développer, pour reprendre un concept du professeur Thierry-Serge Renoux, un dédoublement fonctionnel. Ce concept de dédoublement fonctionnel est intéressant, c'est-à-dire que ces chefs de cour et chefs de juridiction sont indépendants dans la fonction juridictionnelle qu'ils n'exercent en fait presque plus, tandis qu'ils sont totalement dépendants de la chancellerie dans leur fonction d'administrateur et responsables disciplinairement de ce fait. Il existe un certain nombre de travaux de recherche, notamment ceux conduits en sociologie des organisations par les équipes dans la ligne de Michel Crozier, notamment Christian Mouhana et d'autres, qui montrent comment les compétences enchevêtrées au niveau local, qui sont la diarchie, les secrétariats généraux, les SAR, les cours d'appel et les gros TGI, etc., tout comme au niveau national, entre la direction des services judiciaires, le secrétariat général, les plateformes communes, les services communs entre services judiciaires, direction d'administration pénitentiaire, la PJJ, les programmes informatiques, donc au niveau local comme au niveau national, ça aboutit à une complexité organisationnelle et des concurrences, comme ça a été souligné. Le professeur Bouvier a parlé parfois d'usine à gaz, et c'est à l'inverse du principe des modèles plus rationnels d'organisation qui, en Europe du Nord et dans tous les systèmes dont a parlé le professeur Bouvier de Neo Public Management, commence par définir une chose simple et claire: qui est responsable de quoi? Et le paradoxe, là aussi ça a été soulevé, c'est que pendant toutes ces années de lente construction d'une administration judiciaire déconcentrée, la justice administrative, qui elle, historiquement, était par nature et la plus proche et la plus dépendante de l'État, a su progressivement s'émanciper et se détacher de la chancellerie et de l'exécutif quant à sa gestion. S'appuyant sur la réforme de la LOLF et utilisant sa connaissance de tous les rouages de l'appareil d'État pour mieux s'en libérer, le Conseil d'État a progressivement construit un système de gestion totalement intégré de la justice administrative sur le plan juridictionnel
administratifs et gestionnaires, déontologiques et disciplinaires. Je renvoie au dernier numéro de la Revue française d'administration publique, consacré à la qualité de la justice administrative et aussi à l'ouvrage comparatif que nous avons dirigé en 2014 avec les professeurs Loïc Cadiet et Hélène Pouliat. Donc la justice administrative bénéficie aujourd'hui d'une totale autonomie de gestion sous l'égide du Conseil d'État. Elle rend des comptes sur ses résultats avec des indicateurs d'efficacité et de qualité, va défendre son budget et bénéficie d'une protection contre les régulations budgétaires. Le constat français, je crois, doit aussi intégrer cette réalité de la justice administrative et en tirer les leçons afin de comprendre comment le mode d'administration de la justice judiciaire peut évoluer. Mais cela implique aussi, et je demanderai aux intervenants de le préciser, ce qu'ils entendent par autorité judiciaire dans le titre du colloque. Et si l'ensemble des missions doivent être gérées de la même façon, et notamment du fait du rapport entre siège et ministère public. Car il existe pour la France 3 définitions. L'une émanant du Conseil constitutionnel, relative à l'unité du corps, et 2 de la Cour européenne des droits de l'homme. L'une, qui est celle de l'article 5, paragraphe 3, s'appliquant aux garanties de la personne arrêtée, et la seconde, qui concerne l'article 6 de la Convention sur la distinction entre la partie poursuivante et le juge, au regard du procès équitable. Lorsque le président Lacabarade s'évoquera les recommandations européennes, je lui demande, mais il le fera bien sûr, de préciser de quelle autorité judiciaire il convient de parler au regard de l'autonomie financière. En effet, pour le Conseil de l'Europe, dans les comparaisons de la CEPEJ, que j'ai l'honneur de présider aux travaux sur ces questions, le budget des services judiciaires est décomposé en 3 entités. Les 3 entités, ce sont les tribunaux et les juges, le ministère public et les procureurs et l'aide judiciaire. Et c'est le total de ces 3 entités qui permet, depuis plus de 10 ans, de mettre en évidence le retard structurel de la France, qui est heureusement devenu une évidence aujourd'hui partagée politiquement dans tous les rapports parlementaires, dont celui du président Philippe Bas, tout groupe politique confondu. Dernier chiffre comparatif, qui montre effectivement le retard structurel de la France. La France consacre, pour ces 3 entités, 64,1 € par an au service judiciaire, et quand d'autres pays comparables, l'Italie 73,7, la Belgique 95,5, l'Autriche 95,9, l'Allemagne 108,9, etc. Sans doute, ça a été dit, la part du budget global de la justice dans le budget de l'État a-t-il progressé en France 1,7% en 2002, 2,7% aujourd'hui, mais ça s'explique aussi par la recomposition des budgets régaliens, élément qu'on oublie beaucoup trop souvent, par la diminution d'autres crédits, d'autres budgets d'intervention, et les crédits sans doute nécessaires consacrés à l'administration pénitentiaire ont absorbé l'essentiel de cette progression, et ceux-ci, depuis 2012, sont passés devant les crédits consacrés au service judiciaire, effet ciseau qui ne fait que se renforcer. L'autre constat concernant l'administration des services judiciaires en Europe est relatif à la séparation fonctionnelle de l'administration et de la gestion budgétaire entre ministère public et tribunaux, ce qui se traduit même souvent par une très nette séparation géographique, l'espace commun se réduisant à celui de l'audience, à égalité avec la défense. Aujourd'hui, sur 47 États membres du Conseil de l'Europe, il n'en existe plus que 8 avec une gestion budgétaire et administrative commune entre siège et parquet, 8 sur 47. Et ce sont les pays qui ont hérité de cette tradition napoléonienne. Andorre, Autriche, Belgique, France, Grèce, Luxembourg, Monaco et Turquie. Et signe de cette évolution, la réforme judiciaire budgétaire en cours en Belgique, instaurée par la loi du 18 février 2014, a prévu de transférer la gestion du ministère fédéral de la justice à 3 collèges différents d'administration, l'un pour le siège, l'autre pour le ministère public, le 3e pour la Cour de cassation. Cette réforme révèle une autre question que j'ai eu l'occasion de développer dans d'autres instances. En effet, les grandes réformes du transfert de la gestion de l'administration des juridictions des magistrats du siège à un conseil de justice, le ministère public restant quant à lui géré par le ministère, se sont effectuées en Europe du Nord et aux Pays-Bas avant la crise financière de 2008. La remise en perspective historique et budgétaire du professeur Bouvier me semble essentielle. Toutes les grandes réformes ont été faites avant la crise financière de 2008. Et ensuite, il y a eu des fortes restrictions budgétaires et des politiques dans plusieurs pays européens, nombreux, Royaume-Uni, Pays-Bas, Portugal, Espagne, avec des diminutions très importantes. Et ainsi en Belgique, la seule réforme récente faite en 2014 s'effectue dans un contexte de diminution budgétaire.
10% des crédits annoncés sur la période 2015-2019, dont moins 12% sur les frais de personnel justice, avec budget global aux juridictions qui va les contraindre à des réductions d'effectifs provoquant des réactions très fortes des magistrats et fonctionnaires de justice. Dotation globale, on transfère l'ensemble des crédits, mais dans un cadre de réduction budgétaire, j'insiste sur ce point. Donc les questions de statut des magistrats et d'administration des juridictions sont indissolublement liées dans l'histoire et la culture de chaque pays. Le pragmatisme, le caractère plus consensuel des pays du Nord leur ont fait développer beaucoup plus rapidement les politiques de case management et des modes d'administration des juridictions fondés sur l'évaluation et les modes d'organisation du travail au regard des résultats attendus, les coûts, délais, efficacité, efficience, qualité, etc. Le débat qui va s'ouvrir maintenant va donc s'attacher au constat des réalités françaises, qui s'expliquent par nos spécificités historiques et culturelles que nous n'avons pas à renier, que nous avons à intégrer pleinement, bien au contraire, mais que nous devons interroger, je crois que depuis ce matin c'est bien la question, par des échanges très libres, pour voir si on ne doit pas faire évoluer nos logiciels d'analyse pour s'adapter aux réalités actuelles d'un monde qui est en total bouleversement. Vous avez dans votre dossier la déclaration des cours suprêmes francophones, des 45 cours suprêmes francophones qui a été adoptée à Bruxelles la semaine dernière, dont a parlé le Premier président Louvel. Et vous avez un certain nombre de propositions et l'exposé des motifs. Et comme l'a dit le Premier président Louvel, ce qui était des évidences ne doivent plus en être du tout pour nous. Nous devons tout remettre à plat. L'autonomie budgétaire des cours suprêmes, avec des finalités et des conditions qui sont rappelées dans cette résolution, peut-elle constituer un prototype qui, après évaluation, pourrait s'étendre à d'autres juridictions. L'autonomie des cours suprêmes étant la première étape, en fin de compte, pour une évolution plus importante. En tout cas, c'est, me concernant, l'hypothèse qui m'apparaît tout à fait réaliste. D'autres pistes prioritaires apparaissent évidentes, elles sortiront sans doute dans le débat, celles de la JUCAF le sont. Par exemple, l'extension en Europe comme tendance, l'extension des prérogatives des hauts conseils de justice en matière budgétaire pour eux-mêmes, mais aussi pour les juridictions, les programmes pluriannuels, les clauses de sauvegarde, comme l'interdiction des régulations budgétaires concernant la justice, une flexibilité plus grande dans l'affectation des dotations, fongibilité bien entendu, on peut prendre des exemples concrets, voire la réaffectation en cours d'année d'économies réalisées. Voilà autant de pistes qui existent dans d'autres pays européens et qui doivent déjà être explorés dans les constats qui vont suivre pour voir ce qui paraît déjà possible. Et pour conclure, je dois dire que je pense qu'il faut réfléchir aux finalités. Les finalités, c'est une problématique très simple, qui est celle que la justice fonctionne au mieux pour mieux répondre aux exigences des citoyens. Cela implique donc pour chacun des pouvoirs institutionnels d'être exigeant envers les autres. Les parlementaires disent donnez-nous les moyens, disent la justice, améliorez vos performances et évaluez vos résultats, disent les parlementaires, tout à fait légitimement. Donc on peut se renvoyer comme ça à un dialogue, mais aussi d'être exigeant envers soi-même et rendre des comptes à la collectivité de la pertinence de son action et de la bonne utilisation des données publiques. Je rappelle simplement la Constitution. L'indépendance n'est pas une finalité en soi, mais il me semble essentiel de donner plus de moyens et plus de marge à ceux qui ont la responsabilité de mettre en œuvre la politique judiciaire. Le professeur Bouvier a dit combien aujourd'hui, maintenant, dans toutes les politiques publiques, on travaille avec des budgets de programme, des objectifs, des indicateurs de résultats. Les citoyens exigent de connaître les délais de jugement, les dates à lesquelles ils seront convoqués, que leur affaire soit étudiée dans un délai raisonnable et bien d'autres. Et justement, ce qui s'est totalement transformé ces dernières années, concernant les personnels, c'est que tous les chefs de cour, du siège comme du parquet, ont intégré, et de juridiction, ont intégré la culture de gestion. Elle est totalement intégrée. Donc ces chefs de cour et de chefs de juridiction ont cette double compétence, à la fois de connaître les finalités de la décision judiciaire, de savoir ce qu'est mettre en œuvre une politique judiciaire et d'avoir intégré la politique et la culture de gestion. Donc l'essentiel, c'est sans doute de leur donner des marges d'initiative par un système budgétaire qui leur alloue des moyens globalement et qui leur laisse des marges d'initiative pour être, comme toute bonne entreprise, en fin de compte, d'être responsable
d'être responsable et de pouvoir prendre des initiatives en ayant à la fois les finalités et le sens concret d'application. Donc nous allons voir au cours de la matinée si nous pouvons évaluer les marges d'initiative qui seraient encore possibles dans le cadre actuel. Je vous remercie.